Bien, dit Mowgli, en promenant avec lenteur un regard circulaire. Je vois que vous êtes des chiens. Je vous quitte pour retourner à mes pareils, si vraiment ils sont mes pareils. La jungle m'est fermée. Je dois oublier votre langue et votre compagnie. Mais je serai plus miséricordieux que vous. Parce que j'ai été votre frère en tout, sauf par le sang, je promets, lorsque je serai un homme parmi les hommes, de ne pas vous trahir auprès d'eux, comme vous m'avez trahi. Il donna un coup de pied dans le feu, et les étincelles volèrent. Il n'y aura point de guerre entre aucun de nous dans le clan, mais il y a une dette qu'il me faut payer avant de partir. Il marcha à grands pas vers l'endroit où Shere Khan couchait, clignait de l'œil stupidement aux flammes, et le prit, par la touffe de poils sous le menton. Bagheera suivait en cas d'accident. « Debout, chien !» cria Mowgli. « Debout, quand un homme parle, ou je mets le feu à ta robe !» Les oreilles de Shere Khan s'aplatirent sur sa tête, et il ferma les yeux, car la branche flamboyante était tout près de lui. « Cet égorgeur de bétail a dit qu'il me tuerait en plein conseil parce qu'il ne m'avait pas tué quand j'étais petit. Voici, et voilà comment nous, les hommes, nous battons les chiens. Remue seulement une moustache, Longri, et je t'enfonce la fleur rouge dans la gorge. » Il frappa Shere Khan de sa branche sur la tête, tandis que le tigre geignait et pleurnichait en une agonie d'épouvante. « Peu, chat de jungle roussi, va-t'en maintenant, mais souviens-toi de mes paroles. La première fois que je reviendrai au rocher du conseil, comme il sied que vienne un homme, ce sera coiffé de la peau de Shere Khan. Quant au reste, Akela est libre de vivre comme il lui plaît. Vous ne tuerez pas, parce que je le défends. J'ai idée d'ailleurs que vous n'allez pas rester ici plus longtemps, à laisser pendre vos langues comme si vous étiez quelqu'un, au lieu d'être des chiens que je chasse. Ainsi, allez !» Le feu brûlait furieusement au bout de la branche, et Mowgli frappait de droite et de gauche autour du cercle, et les loups s'enfuyaient en hurlant sous les étincelles qui brûlaient leur fourrure. À la fin, il ne resta plus que le vieil Akela, Bagheera et peut-être 10 loups qui avaient pris le parti de Mowgli. Alors Mowgli commença de sentir quelque chose de douloureux au fond de lui-même, quelque chose qu'il ne se rappelait pas avoir jamais senti jusqu'à ce jour. Il reprit haleine et sanglota, et les larmes coulèrent sur son visage. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» dit-il. « Je n'ai pas envie de quitter la jungle, et je ne sais pas ce que j'ai. Vais-je mourir, Bagheera ? » « Non, petit frère, ce ne sont que des larmes, comme il arrive aux hommes, » dit Bagheera. « Maintenant, je vois que tu es un homme et non plus un petit homme. Oui, la jungle t'est bien fermée désormais. Laisse-les couler, Mowgli. Ce sont seulement des larmes. » Alors Mowgli s'assit et pleura comme si son cœur allait se briser. Il n'avait jamais pleuré auparavant, de toute sa vie. « À présent, dit-il, je vais aller vers les hommes. Mais d'abord, il faut que je dise adieu à ma mère. » Et il se rendit à la caverne où elle habitait avec Père-Loup, et il pleura dans sa fourrure, tandis que les autres petits hurlaient misérablement. « Vous ne m'oublierez pas ?» dit Mowgli. « Jamais, tant que nous pourrons suivre une piste, » dirent les petits. « Viens au pied de la colline quand tu seras un homme, et nous te parlerons, et nous viendrons dans les labours pour jouer avec toi la nuit. »« Reviens bientôt, » dit Père-Loup. « Ô sage petite grenouille, reviens-nous bientôt, car nous sommes vieux, ta mère et moi. »« Reviens bientôt, » dit Merlouve, mon petit tout nu, car écoute, enfant de l'homme, je t'aimais plus que je n'ai jamais aimé les miens. »« Je reviendrai sûrement, » dit Mowgli. « Et quand je reviendrai, ce sera pour étaler la peau de Shere Khan sur le rocher du conseil. Ne m'oubliez pas. Dites-leur dans la jungle de ne jamais m'oublier. » L'aurore commençait à poindre quand Mowgli descendit la colline tout seul, en route vers ces êtres mystérieux qu'on appelle les hommes.
Maxime de Balou. Ses taches sont l'orgueil du léopard, ses cornes du buffle sont l'honneur. Sois nette, car à l'éclat de la robe, on connaît la force du chasseur. Que le sambour ait la corne aiguë, et le taureau les muscles puissants. Ne prends pas le soin de nous l'apprendre, on savait cela depuis 10 ans. Ne moleste jamais les petits d'autrui, mais nomme-les sœurs et frères. Sans doute, ils sont faibles et balourds, mais peut-être que l'ours est leur mère. La jeunesse dit, qui donc me vaut, en l'orgueil de son premier gibier. Mais la jungle est grande, et le jeune est petit. Il doit se taire et méditer. La chasse de Kaa. Tout ce que nous allons dire ici arriva quelque temps avant que Mowgli eût été banni du clan des loups de Seoni, où se fut vengé de Shere Khan, le tigre. En ces jours-là, Balou lui enseignait la loi de la jungle. Le grand ours brun, vieux et grave, se réjouissait d'un élève à l'intelligence si prompte, car les jeunes loups ne veulent apprendre de la loi de la jungle que ce qui concerne leur clan et leur tribu, et décampent dès qu'ils peuvent répéter le refrain de chasse, pieds qui ne font pas de bruit, yeux qui voient dans l'ombre, oreilles tendues au vent, du fond des cavernes et dents blanches pour mordre. Qui porte ces signes est de nos frères, sauf Tabaki le chacal et Lien, que nous haïssons. Mais Mowgli, comme petit homme, en dut apprendre bien plus long. Quelquefois Bagheera, la panthère noire, venait en flânant au travers de la jungle voir ce que devenait son favori, et restait à ronronner, la tête contre un arbre, pendant que Mowgli récitait à Balou la leçon du jour. L'enfant savait grimper presque aussi bien qu'il savait nager, et nager presque aussi bien qu'il savait courir. Aussi, Balou, le docteur de la loi, lui apprenait-il les lois des bois et des eaux, à distinguer une branche pourrie d'une branche saine, à parler poliment aux abeilles sauvages quand il rencontrait par surprise un de leurs essaims à 50 pieds au-dessus du sol. Les paroles à dire à Mang, la chauve-souris, quand il la dérangeait dans les branches au milieu du jour, et la façon d'avertir les serpents d'eau dans les mares avant de plonger au milieu d'eux. Dans la jungle, personne n'aime à être dérangé, et on y est toujours prêt à se jeter sur l'intrus. En outre, Mowgli apprit également le cri de chasse de l'étranger, qu'un habitant de la jungle, toutes les fois qu'il chasse hors de son terrain, doit répéter à voix haute, jusqu'à ce qu'il ait reçu réponse. Traduit, il signifie « Donnez-moi liberté de chasser ici, j'ai faim ». La réponse est « Chasse donc pour ta faim, mais non pour ton plaisir ». Tout cela vous donnera une idée de ce qu'il fallait à Mowgli apprendre par cœur. Et il se fatiguait beaucoup d'avoir à répéter 100 fois la même chose. Mais comme Balou le disait à Bagheera, un jour que Mowgli avait reçu la correction d'un coup de patte et s'en était allé bouder, un petit homme est un petit homme, et il doit apprendre toute, tu entends bien, toute la loi de la jungle. Oui, mais pense combien il est petit, dit la panthère noire, qui aurait gâté Mowgli si elle avait fait à sa guise. Comment sa petite tête peut-elle garder tous tes longs discours? Y a-t-il quelque chose dans la jungle de trop petit pour être tué? Non. C'est pourquoi je lui enseigne ces choses, et c'est pourquoi je le corrige, oh, très doucement, lorsqu'il oublie. Doucement? Tu t'y connais en douceur, vieux pied de fer, grogna Bagheera. Elle lui a joliment meurtri le visage aujourd'hui, ta douceur. Fi, j'aime mieux le voir meurtri de la tête aux pieds par moi qu'il aime que mes aventures lui survenir à cause de son ignorance, répondit Balou avec beaucoup de chaleur. Je suis en train de lui apprendre les maîtres mots de la jungle, appelés à le protéger auprès des oiseaux, du peuple serpent et de tout ce qui chasse sur 4 pieds, sauf son propre clan. Il peut maintenant, s'il veut seulement se rappeler les mots, se réclamer de toute la jungle. Est-ce que cela ne vaut pas une petite correction ?
Eh bien, en tout cas, prends garde à ne me point tuer mon petit Dom. Ce n'est pas un tronc d'arbre bon à aiguiser tes griffes émoussées. Mais quels sont ces maîtres mots? Il me convient plutôt d'accorder aide que d'en demander. Bagheera étira une de ses pattes pour en admirer les griffes, dont l'acier bleu s'aiguisait au bout comme un ciseau à froid. Toutefois, j'aimerais savoir. Je vais appeler Mowgli pour qu'il te les dise, s'il est disposé. Viens, petit frère. Ma tête sonne comme un arbre à frelons, dit une petite voix maussade au-dessus de leur tête. Et Mowgli se laissa glisser le long d'un tronc d'arbre. Il avait la mine fâchée. Et ce fut avec pétulance qu'au moment de toucher le sol, il ajouta. « Je viens pour Bagheera, et non pour toi, vieux Balou. »« Peu m'importe, » dit Balou, froissé et peigné. « Répète alors à Bagheera les maîtres mots de la jungle que je t'ai appris aujourd'hui. » « Les maîtres mots pour quel peuple ?» demanda Mowgli, charmé de se faire valoir. « La jungle a beaucoup de langues, et moi, je les connais toutes. »« Tu sais quelque chose, mais pas beaucoup. Vois, Bagheera, ils ne remercient jamais leur maître. Jamais le moindre louveteau vint-il remercier le vieux Balou de ses leçons? Dis le mot pour les peuples chasseurs, alors, grand savant. » « Nous sommes du même sang, vous et moi, » dit Mowgli en donnant au mot l'accent ours dont se sert tout le peuple chasseur. « Bien. Maintenant pour les oiseaux, » Mowgli répéta en ajoutant le cri du vautour à la fin de la phrase. « Maintenant pour le peuple serpent, » dit Bagheera. La réponse fut un sifflement tout à fait indescriptible, après quoi Mowgli se donna du pied dans le derrière, battit des mains pour s'applaudir lui-même et sauta sur le dos de Bagheera, où il s'assit de côté pour jouer du tambour avec ses talons sur le pelage luisant et faire à Balou les plus affreuses grimaces qu'il pût imaginer. Là, cela valait bien une petite correction, dit avec tendresse l'ours brun. Un jour peut-être, tu m'en sauras gré. Puis il se retourna pour dire à Bagheera comment l'enfant avait appris les maîtres mots de Hati, l'éléphant sauvage, qui sait tout ce qui a rapport à ces choses, et comment Hati avait mené Mowgli à une mare pour apprendre d'un serpent d'eau le mot des serpents, que Balou ne pouvait prononcer. Et comment Mowgli se trouvait maintenant suffisamment garanti contre tous accidents possibles dans la jungle, parce que ni serpent, ni oiseau, ni bête à quatre pieds ne lui ferait de mal. Personne n'est donc à craindre, conclut Balou, en caressant avec orgueil son gros ventre fourré. Sauf ceux de sa propre tribu, dit à voix basse Bagheera. Puis, tout haut, s'adressant à Mowgli. Fais attention à mes côtes, petit frère. Qu'as-tu donc à danser ainsi? Mowgli, voulant se faire entendre, tirait à pleine poignée sur l'épaule de Bagheera et lui administrait de vigoureux coups de pied. Quand, enfin, tous deux prêtèrent l'oreille, il cria très fort. « Moi aussi, j'aurai une tribu à moi, une tribu à conduire à travers les branches toute la journée. » « Quelle est cette nouvelle folie, petit songeur de chimères ?» dit Bagheera. « Oui, et pour jeter des branches et de la crotte au vieux Balou, » continua Mowgli. « Ils me l'ont promis. Ah! Ouf !» La grosse patte de Balou jeta Mowgli à bas du dos de Bagheera, et l'enfant, tombé en boule entre les grosses pattes de devant, put voir que l'ours était en colère. « Mowgli, » dit Balou, « tu as parlé au Bandarlog, le peuple singe. » Mowgli regarda Bagheera pour voir si la panthère se fâchait aussi. Les yeux de Bagheera étaient aussi durs que des pierres de jade. « Tu as frayé avec le peuple singe? Les singes gris? Le peuple sans loi? Les mangeurs de tout? C'est une grande honte. »
Quand Balou m'a meurtri la tête, dit Mowgli, il était encore sur le dos, je suis parti. Et les singes gris sont descendus des arbres pour s'apitoyer sur moi. Personne autre ne s'en souciait. Il se mit à pleurnicher. La pitié du peuple singe, ronfla Balou. Le calme du torrent de montagne, la fraîcheur du soleil d'été. Et alors, petit homme? Et alors ils m'ont donné des noix et tout plein de bonnes choses à manger, et ils m'ont emporté dans leurs bras au sommet des arbres pour me dire que j'étais leur frère par le sang, sauf que je n'avais pas de queue et qu'un jour je serais leur chef. Ils n'ont pas de chef, dit Bagheera. Ils mentent, ils ont toujours menti. Ils ont été très bons et m'ont prié de revenir. Pourquoi ne m'a-t-on jamais mené chez le peuple singe? Ils se tiennent sur leurs pieds comme moi. Ils ne cognent pas avec de grosses pattes. Ils jouent toute la journée. Laissez-moi monter. Vilain Balou, laisse-moi monter. Je veux retourner jouer avec eux. Écoute, petit homme, dit l'ours, et sa voix gronda comme le tonnerre dans la nuit chaude. Je t'ai appris toute la loi de la jungle pour tous les peuples de la jungle, sauf le peuple singe, qui vit dans les arbres. Ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de langage à eux, mais se servent de mots volés, entendus par hasard lorsqu'ils écoutent et nous épient là-haut, à l'affût dans les branches. Leur chemin n'est pas le nôtre. Ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de mémoire. Ils se vantent et jacassent et se donnent pour un grand peuple prêt à faire de grandes choses dans la jungle, mais la chute d'une noix suffit à détourner leurs idées. Ils rient et tout est oublié. Nous autres de la jungle, nous n'avons aucun rapport avec eux. Nous ne buvons pas où boivent les singes, nous n'allons pas où vont les singes, nous ne chassons pas où ils chassent, nous ne mourrons pas où ils meurent. M'as-tu jamais jusqu'à ce jour entendu parler des Bandarlogs? Non, dit Mowgli tout bas, car le silence était très grand dans la forêt, maintenant que Balou avait fini de parler. Le peuple de la jungle a banni leur nom de sa bouche et de sa pensée. Ils sont nombreux, méchants, malpropres, sans pudeur, et ils désirent, autant qu'ils sont capables de fixer un désir, que le peuple de la jungle fasse attention à eux. Mais nous ne faisons point attention à eux, même lorsqu'ils nous jettent des noix et du bois mort sur la tête. Il avait à peine achevé qu'une grêle de noix et de brindilles dégringola au travers du feuillage, et on put entendre des toux, des ébrouements et des bonds irrités très haut dans les branches. Le peuple singe est interdit, prononça Balou. Interdit auprès du peuple de la jungle. Souviens-t'en. Interdit, répéta Bagheera. Mais je pense tout de même que Balou aurait dû te prémunir contre eux. Moi? Moi? Comment aurais-je deviné qu'il irait jouer avec pareille ordure? Le peuple singe? Pouah! Une nouvelle grêle s'abattit sur leur tête, et ils détalèrent au trot, emmenant Mowgli avec eux. Ce que Balou avait dit des singes était parfaitement vrai. Ils appartenaient aux cimes des arbres, et comme les bêtes regardent très rarement en l'air, l'occasion ne se présentait guère pour eux et le peuple de la jungle de se rencontrer. Mais toutes les fois qu'ils trouvaient un loup malade, ou un tigre blessé, ou un ours, les singes le tourmentaient, et ils avaient coutume de jeter des bâtons et des noix à n'importe quelle bête pour rire, et dans l'espoir qu'on les remarquerait. Puis ils criaient ou braillaient à tue-tête des chansons dénuées de sens, et ils provoquaient le peuple de la jungle à grimper aux arbres pour lutter avec eux, ou bien, sans motif, s'élançaient en furieuses batailles les uns contre les autres, en prenant soin de laisser les singes morts où le peuple de la jungle pourrait les voir. Toujours sur le point d'avoir un chef, des lois et des coutumes à eux, ils ne s'y résolvaient jamais.
leur mémoire étant incapable de rien retenir d'un jour à l'autre. Aussi arrangeaient-ils les choses au moyen d'un dicton. Ce que les bandarlogues pensent maintenant, la jungle pensera plus tard, dont ils tiraient grand réconfort. Aucune bête ne pouvait les atteindre, mais d'un autre côté, aucune bête ne faisait attention à eux. Et c'est pourquoi ils avaient été si contents d'attirer Mowgli et d'entendre combien Balou en ressentait d'humeur. Ils n'avaient pas l'intention de faire davantage. Les bandarlogues n'ont jamais d'intention. Mais l'un imagina, et l'idée lui parut lumineuse, de dire aux autres que Mowgli serait utile à posséder dans la tribu, parce qu'il savait entrelacer des branches en abri contre le vent, et que s'il s'en saisissait, il pourrait le forcer à leur apprendre. Mowgli, en effet, comme enfant de bûcheron, avait hérité de toutes sortes d'instincts et s'amusait souvent à fabriquer de petites huttes à l'aide de branches tombées, sans savoir pourquoi. Et le peuple singe, guettant dans les arbres, considérait ce jeu comme la chose la plus surprenante. Cette fois, disait-il, ils allaient réellement avoir un chef et devenir le peuple le plus sage de la jungle, si sage qu'il serait pour tous les autres un objet de remarque et d'envie. Aussi suivirent-ils Balou, Bagheera et Mowgli à travers la jungle, fort silencieusement, jusqu'à ce que vint l'heure de la sieste de midi.